Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. On va parler évidemment de tout ce qui va se passer dans les jours qui viennent, peut-être aussi de ce qui va se passer dans ce qu'on appelle le monde d'après. Et pour en parler, Laurent Bazory, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Delancourt, vous êtes le président de TV78. Et évidemment, vous allez nous raconter ce qui se passe peut-être dans votre ville aussi, puisque est-ce que les écoles reprennent, qu'est-ce que disent les parents, qu'est-ce que disent les enseignants. On va en parler dans quelques instants. Cyril Viguier, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien? Bonjour à tous. Alors, pleine forme. Pleine forme, comme toujours. Et on est ravis de vous accueillir. Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. On va peut-être parler, qu'est-ce qui va se passer pour les examens quand même. Je voudrais bien savoir, est-ce qu'ils vont être valables ou pas, est-ce que vous allez les faire passer et comment. Rost, bonjour. Bonjour, comment ça va? Vous êtes écrivain, vous êtes rappeur, vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Aujourd'hui, vous l'avez réussi. J'ai réussi, hein, vous voyez. Bravo, Patrick. Et Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour à tous. Éditeur. Toujours. Alors, vous voyez que nous sommes que des mecs, donc j'avais quand même une question importante à vous poser pour commencer cette émission. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même injuste, à cette époque où l'égalité des sexes est importante, que les femmes soient moins frappées par le coronavirus que les hommes? Quand même. C'est une question quand même essentielle. Patrice, si je peux me permettre, elles sont frappées d'une autre manière. Elles ont, pour la plupart, à supporter leurs hommes ou leurs maris à domicile depuis le confinement de manière absolument régulière. Et on voit bien d'ailleurs, et là, il n'y a pas d'humour du tout. Non, c'est vrai qu'il je dis. On voit bien d'ailleurs les problématiques que ça cause dans le cercle familial. Donc, elles ne sont pas probablement moins frappées effectivement par le virus lui-même, mais elles sont frappées par les dégâts collatéraux de ce virus. Absolument, ça c'est la question que la question la plus bête que je posais. J'avais une deuxième. Pardon, pas toutes, heureusement. Voilà, faut pas mais c'est vrai que ça a aggravé la situation des couples qui étaient en péril. Et puis j'avais une deuxième remarque un peu bête, c'est que le virus ne tue pas toutes les personnes âgées, puisque vous avez vu que Giscard va être poursuivi pour avoir mis la main aux fesses à une journaliste allemande qui montre qu'à 94 ans, on peut être encore en forme et avoir des envies. Mais vous avez vu, Patrice, qu'il était arrivé la même mésaventure à l'ancien président américain George Bush, à peu près au même âge d'ailleurs qu'il arrive cette mésaventure à Valéry Giscard d'Estaing. Et on ne peut pas non plus exclure complètement, je ne sais pas si vous avez lu les articles allemands relatifs à ça, moi je les ai parcourus hier soir. On ne peut pas non plus complètement exclure qu'il y ait aussi une volonté pour cette journaliste de le faire maintenant, alors qu'à l'époque, quand ça s'est déroulé, elle n'avait pas souhaité le faire. Donc c'est quand même une histoire un peu curieuse. Je trouve que... comme parfois dans ce genre d'histoire d'ailleurs, on ne sait pas qui sont les tenants et les aboutissants. Pour nuire à l'avenir politique de Valéry Giscard d'Estaing, je pense. Vous savez que, Stéphane, vous savez bien, tous les anciens présidents rêvent toujours de revenir au pouvoir. Bien sûr, on n'est jamais mort en politique, vous le savez. On n'est jamais mort en politique. Alors, on va commencer par ce 11 mai qui approche à grands pas, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer vraiment? D'abord, est-ce que vous attendez avec impatience le début des déconfinements? Je pense que, par exemple, Jean-Charles, oui. Moi, je l'attends avec une impatience non dissimulée, à titre personnel, parce que j'ai envie de recommencer à vivre le plus normalement possible, et puis à titre professionnel, parce qu'effectivement, c'est le jour de la réouverture des librairies, des bibliothèques, de tous les endroits où on peut lire et se constituer une bibliothèque et acheter des livres. Donc c'est primordial, et ça va être, je pense, un grand moment. Les gens vont être contents de trouver de nouveaux livres, de pouvoir se cultiver, se distraire et acheter des livres qui n'ont aucun rapport avec le coronavirus. Donc voilà, je suis effectivement très impatient. Merci Jean-Charles. Alors Christophe Maury nous a rejoint. Bonjour Christophe. Vous êtes écrivain. Vous avez, vous aussi, je demandais comme ça, est-ce que vous avez hâte que le 11 mai arrive? Est-ce que vous avez écrit un article qui était paru dans le Figaro qui disait nos bras ont faim de se prendre les uns dans les autres, de se serrer nos corps? Est-ce que vous avez une hâte comme ça que le 11 mai arrive? Alors oui.
Le 11 mai, on n'aura plus besoin, a priori, d'attestation pour sortir. Ici, je suis en Normandie. Malheureusement, la plage est toujours interdite et j'ai besoin de marcher sur la plage, comme vous l'imaginez. Mais ici, j'ai été contrôlé plusieurs fois par les gendarmes pendant ma promenade quotidienne et qui me disaient « Vous n'avez plus que 6 minutes. Vous avez plus que 8 minutes par rapport à l'horaire. » Alors, le 11 mai, je vais pouvoir marcher, non pas 1 heure, mais 2 heures, mais 3 heures. Je pense que je vais prendre un petit sac à dos, je vais prendre un pique-nique et je vais aller pique-niquer loin, loin, loin dans les marais parce que les cigognes sont arrivées. Alors, je vais aller voir les cigognes. D'accord. Et pour le travail, on verra une autre fois. Cyril, justement, avec le Grand Journal, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans toute la France. Est-ce que vous sentez comme ça une sorte d'impatience? On a l'impression quand même que autant les Français ont accepté le confinement pendant un moment, autant aujourd'hui, il y a quand même une envie peut-être de reprendre une vie un peu plus normale, entre guillemets. Oui, absolument, Patrice. La problématique, c'est que, on l'a bien compris avec cette carte du déconfinement, on ne sera pas tous logés à la même enseigne. Il y a évidemment des endroits où il est absolument sans aucun danger d'aller se balader, de reprendre une vie tout à fait normale, et puis d'autres où ça va poser de vrais problèmes. Donc moi, ce que j'attends maintenant, ça va être la réaction des gens face à ces problèmes qui vont arriver. Il y a vraiment une inégalité là, alors pour le coup géographique, territoriale et géographique. Et ça, on le perçoit extrêmement à travers le grand JT du territoire. On voit bien qu'il y a des inquiétudes qui sont focalisées ici ou là, voilà, notamment à Paris, qui reste quand même une zone qui est constamment rouge, et en Île-de-France. Il y a des zones qui n'ont jamais été problématiques, on ne le dit pas. Et il y a des zones en France qui n'ont jamais été problématiques. Moi, je suis originaire de Bordeaux. Notamment, oui, et puis je suis originaire de Bordeaux, j'y suis allé à plusieurs reprises. Il n'y a jamais eu la même angoisse face à la propagation du virus qu'il existe ici à Paris. Moi, je suis à Paris actuellement. Donc voilà, donc ça va créer une disparité, forcément. En plus, il va faire beau, on voit bien qu'on rentre dans l'été. Je pense que c'est ces problèmes-là, ce type de problèmes-là qu'on va connaître, plus ceux qui vont avoir à rattraper pendant ce qui aurait dû être des vacances, leur travail. Donc on va vraiment assister à une France qui ne sera pas à 2 vitesses, mais voire à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 10 vitesses. Ça sera problématique, il me semble. Prost, justement, le Conseil économique, social et environnemental dont vous faites partie, c'est une de ses préoccupations, la disparité entre les territoires. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez aussi dans cette reprise à partir du 11 mai, même si elle est progressive, hein? Écoutez, nous, on travaille sur plusieurs sujets en ce moment. On travaille notamment sur le rapport annuel sur l'état de la France, sur le programme national de réforme. Et effectivement, sur le premier sujet, il y a ces questions-là sur le plan européen, parce que bon, je suis aux affaires européennes internationales, donc on travaille plus sur le plan européen. Et effectivement, ça va être un problème. Parce vous avez plusieurs... En fait, ce qui est le plus inquiétant dans l'absolu, aujourd'hui, c'est même pas le discours le discours de l'exécutif qui est juste d'une incohérence absolue, où on dit justement il faudra pas traverser certaines zones qui sont les gens qui sont en rouge ne devraient pas aller dans les zones qui sont vertes. Sauf que on permet à toutes les personnes qui sont dans l'espace Schengen de rentrer en France sans aucun contrôle, sans quatorzaine. Et donc, à un moment, les gens s'interrogent. Avec tous les couacs qu'il y a eu, avec toutes les bêtises qu'ils ont fait depuis le début de cette crise, je ne comprends pas comment ils font encore une fois de plus pour être pour faire les choses de cette manière-là. Donc, il y a un problème de fond là-dessus. Donc, les Français ne comprendraient pas, d'ailleurs, ces mesures-là. Donc, on attend tous de savoir ce qui va se passer par rapport au discours du Premier ministre sur ça, sur la gestion de ça et les possibilités qu'on aura en fonction de la zone où on est. Nous dire qu'on ne peut pas aller plus loin que 100 km et de l'autre côté accepter que tout le monde vienne de l'extérieur et des pays qui ont été beaucoup plus touchés que nous, il y a une incohérence extraordinaire dans cette gestion. On vous reconnaît pas, Rost. Vous êtes pour interdire aux gens de venir de l'extérieur ?
Non, mais attendez, commencez pas vos bêtises, vous. Non, mais franchement. Je suis très étonné de ce discours. Stéphane Mourson, peut-être là-dessus. On va faire un peu de sagesse. Raciste. Non, oui. La sagesse, j'y aspire, mais c'est pas encore ça. Mais ce qu'il faut voir, en effet, c'est peut-être une incompréhension dans la catégorisation des personnes qui peuvent entrer librement ou de manière moins libre sur le territoire français, avec alors ce qui peut se comprendre politiquement, ce qui se comprend moins sanitairement, avec une sorte de laisser-passer pour l'espace Schengen, si vous voulez. La philosophie de l'espace Schengen, c'est en effet la libre circulation. Alors cette libre circulation, elle a connu des restrictions récemment. Là, il semble que ces restrictions soient en voie d'être levées. On peut, sur le plan sanitaire, en effet, s'interroger. Sur le plan politique, en tout cas, ça a une cohérence parfaite. D'accord. Laurent Mazori, alors on va évidemment parler de ce qui va se passer dans quelques jours, notamment chez vous. Est-ce que vous avez quand même pas l'impression, c'est une réflexion qu'on peut se faire, que il reste, je crois, 5 pays qui sont encore confinés avec la France, 4 avec la France, la République, le Maroc, la Belgique et l'Espagne. Vous n'avez pas l'impression que le principe de précaution, dont on parle beaucoup, est devenu quelque chose de majeur en France, peut-être plus en France qu'ailleurs? C'est un vrai sujet, mais je pense que concernant le coronavirus, le principe de précaution, pour une fois, il trouve vraiment toute sa justification. Patrice, je voudrais juste, moi qui suis très souvent en relation avec le Maroc, je voudrais pas qu'on compare le confinement du Maroc avec le confinement bien sûr. du Maroc. Non, mais c'est un point par rapport à la libre circulation. Le Maroc vit un vrai confinement. Il vit un vrai confinement puisque quand quelqu'un sort dans la rue, s'il n'a pas de justification, il a une amende, voire il va en prison. Au Maroc. Ce qui veut dire qu'on a du coup, vous le noterez d'ailleurs, un taux de propagation du virus au Maroc qui est de 0,3. Alors, en France, on est remonté à 0,6 la semaine dernière. Donc, en dehors de l'aspect j'allais dire politique dont nous parlait Stéphane il y a un instant, je pense qu'on doit avoir conscience que nous sommes face toujours à une pandémie. J'entendais ce matin sur une radio concurrente, comme l'on dit, un politique connu qui a les cheveux un petit peu longs avec une queue de cheval, qui rappelait, en tout cas un professeur l'appelait pour lui rappeler qu'il y avait un risque, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, qu'il y avait donc un risque de rebond très important, mais qui est lié essentiellement justement au déconfinement. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas un principe de précaution, c'est juste la façon dont nous avons, de par les siècles, combattu des pandémies quand on n'arrivait pas à les contrôler. Je rappelle la peste à Marseille. Si vous prenez les documents de l'époque de la grande peste de Marseille, vous verrez que déjà à l'époque, les règles de confinement étaient mises en place. C'est la seule façon qu'on avait d'ailleurs de finir par éteindre la peste. Donc, vous avez raison, Patrice, pour dire que la France va très loin dans le principe de précaution, mais dans le cas de figure du Covid, je pense qu'au contraire, la France ne va pas assez loin. Et moi, je ne suis pas du tout rassuré en tant qu'élu local. Je suis désolé de le dire. Alors, la semaine prochaine. On va parler justement de ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, vous êtes maire adjoint d'Elancourt, je dois le rappeler. Les maires sont les responsables des écoles. Qu'est-ce qui va se passer le 11 mai? Est-ce que les écoles rouvrent? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Que disent les populations? Que disent les enseignants? Alors, comme vous le savez, on a laissé beaucoup de liberté aux maires là-dessus. On leur a d'ailleurs renvoyé une grande part de la responsabilité. Donc, je peux parler de ce qui se passe passé à Elancourt, effectivement, la semaine prochaine. Donc, nos écoles ne rouvriront pas aux enfants le 11, mais le 14 mai. Elles rouvriront par contre pour l'ensemble des professeurs qui voudront bien être là, et l'ensemble de notre personnel le 11. On a bien entendu travaillé pendant toute cette période dans les conditions sanitaires difficiles pour la mise en place d'un ensemble d'éléments de sécurité, bien entendu, je ne vais pas répéter ici, que vous connaissez tous. Donc, il y aura ensuite 3 jours pour que le personnel à la fois technique, entre autres les ADSEN, les animateurs, les professeurs, testent l'ensemble de dispositifs école par école, parce qu'il n'y a pas une école qui ressemble à une autre, parce que c'est directement lié à l'architecture des lieux, bien entendu. Puis le 14, nous rouvrirons sur le principe de classe de 15 élèves, avec des groupes de 15 constitués qui n'auront pas de transfert de mixité entre eux pour pouvoir éventuellement agir si des cas étaient avérés, savoir identifier les 14 autres personnes membres de ce groupe. La cantine est remise en place de manière isolée pour chacun de ces groupes. Et puis, le grand mystère, Patrice, c'est que nous avons donc fait un sondage auprès de l'ensemble de la population. Nous avons aujourd'hui un taux de retour assez important, qui nous semble assez significatif et qui nous donne le fait qu'à Elancourt, 60% des personnes qui ont répondu désirent ne pas remettre leurs enfants à l'école la semaine prochaine. Donc, nous sommes partis de cette statistique pour estimer nos groupes de 15. Et puis, la dernière chose, c'est que nous aurons probablement des surprises lors de l'ouverture. Il se peut que des professeurs fassent valoir et des maîtres d'école des droits de retrait, c'est possible, soit que le 11,
soit le 12 en regardant effectivement l'évolution des différentes process que nous avons mis en place, soit même le 14. Et donc, il se peut très bien que nous ayons des écoles qui ne soient pas ouvertes alors que d'autres le seront, si tout simplement nous n'avons pas le corps professoral présent, voire nos propres collaborateurs qui peuvent aussi faire jouer leur droit de retrait s'ils découvraient que ce qu'on a estimé être des mesures efficaces n'était pas des écoles. Voilà où on en est là pour l'instant. Dernier point, nous accueillerons bien sûr les enfants. Alors, nous avons décidé de ne pas les accueillir en fonction des niveaux, mais en fonction de la liste des priorités qui nous a été donnée par le gouvernement. Donc, les enfants des infirmiers, des médecins, des pompiers. Ne l'oubliez pas aussi dans les priorités, il y a les familles monoparentales, donc bien la maman ou le papa qui à la garde est obligé d'aller travailler. Et puis les familles qui ne sont pas monoparentales, si les deux parents sont également obligés d'aller travailler. Voilà ce qu'on a mis en place à partir de la semaine prochaine, Patrice. D'accord. Peut-être Stéphane Monson, puisqu'on est dans le concret, qu'est-ce qui va se passer aussi pour les étudiants? Est-ce que les examens vont avoir lieu? De quelle manière? Est-ce que les cursus vont être validés ou pas? Alors, s'agissant des étudiants, les étudiants ne pourront pas avoir accès physiquement aux locaux universitaires au moins jusqu'en septembre. Et encore, comme je vous l'avais signalé, nous préparons l'hypothèse, la possibilité d'une rentrée universitaire à distance, c'est-à-dire l'accomplissement d'un premier semestre, donc qui va de septembre à janvier, à distance ou bien de manière hybride, c'est-à-dire avec des petits groupes qui pourraient se succéder dans nos amphithéâtres. C'est évidemment pas possible d'accueillir avec des amphithéâtres de 600 personnes, d'accueillir 600 étudiants d'un coup. Pour les examens, de façon générale et dans l'ensemble des 70 universités, enfin il y en a maintenant un peu moins, françaises, dans aucune hypothèse, les années ou les semestres n'ont été bradés ou donnés. C'était la revendication de certains syndicats étudiants, je mets certains au singulier. Fort heureusement, ça a été parfaitement refusé, c'était tout à fait inacceptable, évidemment parce que un diplôme, c'est du papier-monnaie, la valeur d'un diplôme, c'est simplement ce qu'il y a derrière, la valeur et la crédibilité d'un diplôme. C'est pas le diplôme en lui-même, c'est ce que ce diplôme représente. Donc, et le ministère a été parfaitement d'accord avec la position de la plupart des universités. Donc, dans aucune hypothèse, les diplômes n'ont été ou ne seront donnés ou validés sans épreuve d'examen. Pour les examens, eh bien, une part significative a été donnée au contrôle continu. Alors, un peu sur le modèle, si vous voulez, du baccalauréat. Étant entendu qu'au-delà de ce contrôle continu, les universités vont organiser un certain nombre d'épreuves à distance, sous des formats évidemment réduits. La question qui s'était posée était celle du plagiat. Évidemment, un étudiant qui, chez lui, peut avoir accès à tous les moyens de communication possibles, je n'ose même pas dire à des livres, parce que lorsque un étudiant de première année fréquente les livres, c'est déjà presque un exploit. Mais en tout état de cause, si vous voulez, en tout cas dans nos disciplines à nous, disciplines juridiques, la question se pose même pas, parce que de façon générale, c'est mon cas en règle générale, dans les épreuves que je soumets aux étudiants en période normale, je leur laisse l'accès à tous leurs cours, je leur permets, pas pour tous, mais assez souvent d'apporter tous les ouvrages possibles et imaginables. Certains arrivent même dans les amphithéâtres le jour de l'épreuve avec une valise, avec plein de livres, pour une épreuve de 3 heures. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment le raisonnement. Le droit ça n'est pas du théâtre. Ce qui est important, c'est la démonstration et le raisonnement. Donc voilà, on formate nos épreuves sur des modèles qui permettent, si vous voulez, la mise en place d'un raisonnement. Alors ce seront des épreuves sur 30 minutes ou sur 1 heure, au lieu des 3 heures ou 5 heures habituelles. D'accord. Sur ces mesures là qui sont prises, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les universités, alors les uns et les autres, peut-être Christophe, Rost, Jean-Charles, Cyril, vous pensez qu'on est un peu timoré ou que c'est plutôt bien ou qu'on prend trop de risques? Qui veut commencer? Patrice, ma réponse sera la même que tout à l'heure. Ça dépend des endroits, c'est le problème, c'est la disparité. Je pense qu'on prend de très très grands risques dans les zones où le virus n'est pas. Écoutez, je prends par exemple, je suis allé courir hier soir.
cette espèce de mesure totalement débile qu'a prise la mairie de Paris de nous obliger à ne pouvoir aller courir qu'entre 19 et 22 heures, c'est vrai qu'il y a foule à ces heures-là sur les quais où j'habite à Paris. J'habite dans le 15e arrondissement sur les quais. C'est absolument hallucinant. Bon. Et on pouvait imaginer qu'en ne prenant pas cette mesure, eh bien, il y aurait un étalement dans la journée un peu plus important, ce qui était le cas d'ailleurs avant qu'elle ne soit prise. Voilà. Et on va se retrouver sur des situations comme ça, localisées, permanentes, de ce type. Donc il y aura effectivement des gens qui vont prendre beaucoup de risques dans ce déconfinement, dans certaines régions, dans certains endroits où les clusters vont réapparaître, et puis d'autres qui ne courront absolument aucun risque. C'est la problématique de ce déconfinement, c'est presque la seule, j'allais dire. Ouais. Voilà, c'est un côté, voilà, on tirera le gros lot au fond en fonction de là où on habitera. Voilà. Jean-Charles ? Écoutez, moi, plusieurs choses. D'abord, je suis extrêmement choqué de ce côté facultatif. La France semble être maintenant une sorte de grande agora où tout le monde dit bah, ça je le ferai, ça je ne veux pas, ça je me mets en retrait, ça je le sens pas bien, je vais rester couché, je verrai demain, on va se réunir, on verra. Alors là, bon, les écoles, on dit ben voilà, c'est au bon vouloir des parents. Laurent vient de le dire, on verra quels professeurs voudront bien enseigner. Le monde d'après s'annonce curieux. Hein. C'est-à-dire que là, la SNCF cherche à savoir si des gens voudront bien conduire les trains. Parce que le droit de retrait s'exerce. Donc, est-ce qu'on va trouver assez de gens pour conduire des autobus ? Donc, maintenant, il n'y a plus d'obligation. On travaille si on veut bien travailler. Bon, bah, ok, on va dans le mur et on klaxonne. Là. Je veux dire, ça va être monstrueux. Et quelle est cette idée de dire est-ce que vous voulez ou pas envoyer vos enfants à l'école ? Enfin, je veux dire, l'école est obligatoire, point final. Et puis alors, il y a les idées totalement saugrenues de certains hommes politiques qui disent on va réserver l'école aux nécessiteux. Alors c'est pas du tout discriminant, ça. Vous dites alors, vos parents sont incapables de vous apprendre quoi que ce soit à l'école, on vous accepte. Vos parents sont riches et cultivés, on vous accepte pas. Mais non. On est au-delà de attendez, Ross vous répondre là-dessus, et puis Christophe Maury après. Mais non, mais Jean-Charles, il faut arrêter. Alors, évidemment, il y a une chose, moi, qui me scandalise, c'est effectivement que le gouvernement se décharge à chaque fois par rapport au mécontentement des uns et des autres. Donc, dès que quelqu'un dit quelque chose, ils disent « Ok, bon, bah, allez, prenez, allez-y ». Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas une ligne directrice. Et dans le même temps, encore une fois, on en revient à ce que je disais sur l'émission de la semaine dernière, sur cette espèce de schizophrénie qui est aussi dans notre société. Alors, je suis désolé, monsieur le maire, mais on a vu les maires qui ont demandé plus d'autonomie, plus de pouvoir pour pouvoir prendre des décisions. Ouais. Lorsqu'il y a eu cette mesure qui a été prise par le maire de Sceaux, par exemple, pour imposer le port du casque, du masque dans les rues. Et le gouvernement a dit non, la seule chose qui prévaut, ce sont les mesures qui sont décidées par le gouvernement et non par le maire. Donc, il y a des maires qui sont montés au créneau en disant oui, mais c'est pas normal. Et aujourd'hui, pour les écoles, on leur dit ok, prenez, débrouillez-vous, faites avec. Et là, ils sont pas contents non plus. Donc, il y a un moment où je pense qu'il aurait fallu que ce gouvernement, là-dessus, je suis d'accord avec Jean-Charles, mais il aurait fallu une fermeté réelle, ce n'est pas au cas par cas. Par contre, sur la question de l'école, vous avez des familles qui, elles, n'ont pas forcément d'ordinateur chez elles, qui sont parfois à 7 ou à 8 dans un appartement de 30 ou 40 mètres carrés avec un seul ordinateur pour certains et d'autres qui n'en ont même pas. Donc, comment vous faites quand vous avez des gamins qui sont à l'école pour qu'ils puissent travailler ? Donc, le retard qui est accumulé, il est juste extraordinaire. Et je vois la quantité du travail qui est donné d'ailleurs, parce que moi, j'ai 2 enfants. Et quand je les ai eus la semaine dernière, par exemple, je vois la quantité de travail qu'il y a, mais c'est juste extraordinaire. Et si vous ne pouvez pas en plus les aider, si vous n'avez pas le niveau requis pour pouvoir les aider dans leurs devoirs, comment vous faites ? Donc, qu'on permette
évidemment, alors ça peut paraître effectivement un peu discriminatoire comme ça, parce qu'il y a des gens qui le font de cette manière-là. On dise, oui, ceux qui veulent y aller, qu'ils y aillent. Et effectivement, vous avez raison, les riches garderont leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas les exposer. Mais les pauvres qui n'ont pas les moyens de faire ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'envoyer leurs enfants pour éviter que l'écart ne se creuse de trop. Parce que là, vous vous rendez pas compte. Mais ce qui est perdu, ça va être phénoménal pour qu'ils puissent rattraper. Il va falloir des années pour rattraper l'enseignement qui n'a pas été donné pendant tout ce temps-là. Soyons prudents et soyons un tout petit peu d'humilité quand on parle de ce genre de sujet, parce qu'il y a une vraie profondeur. Il y a des gens qui en ont réellement besoin. Donc, vos bêtises, Jean-Charles Lajoigny, Ça n'a rien à voir avec des bêtises. Je dis simplement qu'il ne faut pas discriminer les gens et que je pense qu'arriver à l'école avec une étiquette « je suis pauvre, mes parents sont nuls », ça ne me paraît pas être une très bonne idée. Donc que tout le monde aille à l'école. L'école, c'est un truc républicain. Tout le monde doit y aller. Les enfants de riches comme les enfants de pauvres. Ne laissons le choix ni aux parents ni aux mères. L'école est faite pour accueillir et pour instruire les enfants, qu'elle fasse son boulot et qu'on arrête de dire est-ce que par hasard on aura des enseignants qui voudront bien enseigner. Les enseignants doivent enseigner. Les parents doivent emmener leurs enfants à l'école. Point final. il y a une lâcheté du gouvernement là-dessus, je le partage avec vous. Il y a une lâcheté des gens. Non, mais il n'y a pas qu'une lâcheté des gouvernements. Vous voyez bien, enfin tous, je pense que vous serez d'accord pour convenir que nos sociétés n'acceptent plus aucun risque. On est, d'ailleurs, c'est parti du modèle anglo-saxon aux États-Unis, où on peut faire un procès aujourd'hui à n'importe quelle administration, à n'importe quel patron, à n'importe quel. On voit bien qu'on est dans une judiciarisation de l'ensemble de tout ça, où les gens n'acceptent plus du tout de prendre le moindre risque. La société veut exclure tout risque, ce qui nous mène d'ailleurs dans une impasse. Puisque forcément, la vie a des risques. Forcément, sortir dans la rue comporte un risque, etc. Et on est dans cette espèce de course à l'échalote de l'absence absolue du risque zéro, qui est devenue extrêmement problématique dans nos sociétés. Ce n'est pas unique à la France, les problèmes qu'on connaît là. C'est un problème général. On n'accepte plus du tout le risque aujourd'hui. Voilà, il va falloir effectivement réfléchir à ces problèmes-là et regarder comment on y remédie, parce qu'on va effectivement dans le mur. Oui, donc pour répondre à Ross, je voudrais pas laisser penser qu'en ce qui concerne les élus, on n'a pas pris une responsabilité. En tout cas, à Elancourt, déjà la problématique de l'informatique ne se pose pas, puisque la totalité de nos enfants sont dotés d'ordinateurs, puisque on leur a tous donné des tablettes depuis longtemps, c'est partie de notre politique. Mais sur le point que vous soulevez tous, je pense qu'on touche là un fondement fondamental du mode de fonctionnement de la République que nous voulons. On a le choix entre une République jacobine et centralisatrice, dans laquelle l'État décide et tout le monde applique. C'est un point. Je pense qu'en période de crise, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il existe des situations d'état d'urgence, mais Stéphane en parlerait beaucoup mieux que moi, à un moment donné, effectivement, la démocratie locale et y compris un frein à des politiques publiques efficaces dans un délai rapide, je pense que c'est ce qu'on vit aujourd'hui, ou un modèle dans lequel on va au bout de la décentralisation. Et si vous réfléchissez à l'ultime décentralisation, c'est une société dans laquelle l'individu prend toute sa place et décide quasiment tout seul. D'accord ? Donc aujourd'hui, quand on est face à une pandémie, et là-dessus, je pense qu'on pourrait être tous d'accord, effectivement, il faut que en local, nous appliquions des décisions qui sont prises de manière gouvernementale quand elles sont éclairées, bien entendu, par l'éclairage des scientifiques. Sinon, ça serait un petit peu comme il y a autant d'habitants en France que de sélectionneurs de l'équipe de France de football. Donc là, on est quand même quelque chose qui relève de la science. Et effectivement, nous, dans les communes, on souhaite l'appliquer. L'ambiguïté sur les écoles, elle relève du mode de fonctionnement d'une école. L'État, effectivement, décide de l'éducation nationale et de l'éducation qui est donnée dans ces écoles et pilote les professeurs, sauf que les élus et les collectivités territoriales, c'est pareil pour les départements, pour les collèges et pour les régions, pour les lycées, gérons ce qui relève du bâtiment et donc un système de cogestion. Cette cogestion, elle fait effectivement qu'il y a une co-responsabilité. Le point qui a clashé avec les élus, c'est quand on a reçu la semaine dernière, je vous en prie, regardez sur les réseaux si vous le trouvez, 70 pages de prescriptions techniques. Enfin, alors, et là, on est dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire dans la cité, la république de je me barre de partout, je verrouille tout, je ne prends pas de risque. Mais en réalité, en faisant ça, je me déresponsabilise. Et évidemment que les 70 pages, c'est applicable nulle part. Et donc, ça a généré, et c'est pareil dans une entreprise, si vous donnez une mission à quelqu'un et que vous lui dites tu es libre, mais en même temps, vous lui balancez 70 pages de prescription, le gars, il se dit vous vous déresponsabilisez. Donc, et alors, juste un point, et après, je ne vais pas être trop long, on charge le gouvernement,
Moi, je me demande toujours si c'est le gouvernement qu'il faut charger ou si c'est pas l'administration qui est là de tout temps et qui demeure quel que soit le gouvernement. Parce que on va en parler dans un instant parce que justement, on va voir qu'il y a des différences en Europe sur les jugements que l'opinion a par rapport au gouvernement. Christophe Maury, il y a un mot qui pourrait revenir d'ailleurs, qui était un mot rocardien, qui est celui d'autogestion au fond. Ça pourrait revenir au goût du jour. Christophe Maury. Oui, depuis quelques jours, je voulais m'entretenir justement avec Stéphane sur cette question-là. Il est là. Parce qu'on a un vrai problème juridique. On a l'impression aujourd'hui que tous les responsables ont une trouille absolument terrible d'être l'objet d'une plainte pour je ne sais pas trop quoi, parce qu'il y aurait un alinéa d'un règlement qui n'aurait pas été compris par l'ensemble de la population. Je vous donne un exemple. Nous parlions des écoles. Nous allons ouvrir l'école. Et imaginons que mardi ou le mercredi suivant, l'agent qui s'occupe de la cantine tombe malade du coronavirus. Est-ce qu'il pourra attaquer le directeur de l'école, voire le maire, en disant « Je suis atteint du coronavirus parce que l'école a été ouverte trop tôt ». Et on a l'impression, si vous voulez, aujourd'hui que tous les responsables se cachent derrière une administration folle qui est complètement pointilleuse, où on cherche à avoir tous les cas, à ne rien oublier. Alors, il faut être exhaustif. Vous parliez tout à l'heure des 70 pages pour les maires. On cherche le zéro défaut, vous en parliez tout à l'heure. J'entends toujours cette expression, il faut que les conditions sanitaires soient réunies. Les conditions sanitaires soient réunies. Ça veut dire quoi? Qu'un gamin qui fait du toboggan, il va falloir nettoyer le toboggan tout de suite après. Alors, conditions sanitaires réunies. On nous apprend aujourd'hui qu'il faudrait mettre du pchit-pchit sous les chaussures, qu'il y a plein de gestes en dehors des gestes barrières qui sont fondamentaux. Alors, ça va un peu loin. Et comme ça va un peu loin, j'ai l'impression que notre pays va être un peu à la traîne par rapport aux autres, parce que notre état de droit, Stéphane, je vous envoie la balle, notre état de droit fait que aujourd'hui, on est plus dans on cherche plus, si vous voulez, oui, l'exhaustivité, le zéro défaut, ce qui n'existe pas. Et je donne la parole à Stéphane Monton. Le zéro risque. Pardon, excusez-moi. La France allait se ruiner malgré de si beaux rapports et disserter au lieu d'agir. C'est vrai qu'on disserte beaucoup. Mais Stéphane Monson, peut-être qu'il y a une différence à faire. Les obligations et les obligations de moyens. Je vous laisse la parole. Oui, évidemment, les questions sont pertinentes et elles ne cessent de se poser depuis que la crise a commencé. Je rejoins ce que disait Cyril tout à l'heure, c'est-à-dire que, si vous voulez, tout cela est le résultat d'une tendance et peut-être plus encore d'un besoin de la part de chaque citoyen de pouvoir mettre en cause la responsabilité d'une autorité quelle qu'elle soit dans la survenance d'un risque, lorsqu'un risque s'accomplit, lorsqu'un dommage est provoqué. Il faut toujours trouver un responsable et si possible même un coupable. Donc notre système juridique, si vous voulez, n'est que l'écho, n'est que le reflet de ce genre d'inquiétude, voire d'angoisse permanente. La loi est faite par des parlementaires qui sont élus par les électeurs, et donc la loi est le reflet de ce système d'angoisse. Et puis, d'autre part, et Patrice le signalait aussi à l'instant, j'entendais par la voix du Sénat l'autre jour les élus locaux réclamer la modification du droit applicable pour justement les prémunir, voire les protéger à l'encontre de procédures qui seraient trop fréquentes. Et ce que Christophe évoquait tout à l'heure à l'instant est juste. La crainte, c'est celle-ci, c'est que au moindre risque qui se réalise, on envoie nos élus et nos responsables en prison. Or, vous en souvenez, c'était en 2000, ça s'appelait à l'époque, et ça s'appelle toujours, mais enfin la loi a été codifiée, la loi Fauchon, qu'on appelait la loi panneau de basket, vous en souvenez, un enfant qui se suspend au panneau de basket du parc municipal des sports et qui se blesse, et le maire ainsi que les adjoints responsables et des membres de la fonction publique territoriale sont
pas envoyés en prison, mais enfin sont condamnés à de la prison avec sursis. Aujourd'hui, c'est toujours ce même texte qui s'applique et il est à mon sens parfaitement suffisant pour couvrir les risques d'excès de recours, puisque pour résumer, l'élu ou l'administrateur ne sont réellement responsables, ne sont coupables que dans la mesure où ils auront manqué à une obligation de prudence. Et l'obligation de prudence, c'est d'essayer de faire le mieux possible, essayer de se conformer du mieux que l'on peut avec les moyens dont on dispose aux prescriptions de sécurité. Voilà, donc tout cela, si vous voulez, pour résumer, ce n'est que le symptôme de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le besoin pour chacun d'entre nous de trouver un responsable, voire un coupable, qui se répercute sur nos élus, sur nos administrateurs, sur nos employeurs, sur nos congénères, sur nos semblables. Mais justement, ce besoin de trouver un responsable, est-ce que ça n'explique pas une sorte d'exception française? Il y a eu un sondage du CEVIPOF qui montrait les attitudes de l'opinion vis-à-vis des gouvernants. On voit qu'il n'y a que 24% des Français qui font confiance à Emmanuel Macron. Il y a 41% des Italiens qui font confiance à Conte. Il y a 48% des Anglais qui font confiance à Boris Johnson. On ne peut pas dire que la gestion de l'Angleterre était formidable. Et 60%, c'est peut-être plus compréhensible, à Angela Merkel. Mais est-ce que c'est pas ça aussi une sorte d'exception française, c'est-à-dire le besoin de trouver à tout prix des responsables, même dans des crises comme celle-là qui sont difficilement gérables d'une manière politique? Ou est-ce que, comme Ross disait, peut-être qu'on a mal géré la crise? Non, mais, qui veut répondre à ça? Mais Patrice, pardon. Je pense que en France, on peut dire ce qu'on veut, mais la crise a été extrêmement mal gérée. Absolument, je suis d'accord. C'est une évidence absolue. Autant sur la partie, il y a une partie sur laquelle on peut rien leur reprocher parce que personne connaissait vraiment le virus, on n'avait pas de recul dessus. Chaque jour, il y avait des évolutions. Donc là-dessus, bon, moi je pense qu'on peut pas les condamner là-dessus. Par contre, sur une autre partie, si les révélations entre guillemets d'Agnès Buzyn s'avèrent après l'enquête, je pense qu'il y a une responsabilité lourde de la part de l'exécutif. Deuxième chose, quand vous avez... Pardon, excusez-moi. Juste, Agnès Buzyn avait prévenu bien avant. Exactement. Elle dit qu'on connaissait exactement... a dit qu'elle avait prévenu. A dit qu'elle avait prévenu. Hein, voilà. Non, mais et d'ailleurs, que ça soit eux, que ça soit... qu'ils avaient tous les éléments pour prendre des mesures déjà dès le mois de janvier. Bon. Sur la question c'est plutôt moi sur la question de la gestion des masques. Les masques, je suis désolé, la diminution des masques a pris effet à partir de la loi de programmation de 2013. 2013, c'est pas ce gouvernement qui était en place. Donc, au moment où c'était même la loi de programmation de 2011 qui a été appliquée en 2013 d'ailleurs. Donc, c'était sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy où la décision avait été prise et ça a été appliqué sur le gouvernement qui a suivi. Donc, je pense que ce gouvernement n'était pas responsable de ça. Ils auraient dû prendre leur responsabilité en disant, les masques, nous n'en avons pas assez expliqué aux Français pourquoi il n'y en avait pas. Ensuite, réquisitionner les entreprises comme Renault, qui n'avaient pas besoin de produire de voitures à ce moment-là, parce qu'ils allaient les vendre à qui? À personne. Réquisitionner toutes ces entreprises-là pour fabriquer des masques. Et donc, tout ça, ils n'ont pas fait ce genre de choses. Et puis, les décisions administratives qui mettent 10 ans, on nous parle de guerre. On nous parle de guerre et il faut des semaines et des semaines pour prendre une décision, pour normer des masques, alors qu'on nous parle d'une situation d'urgence. Donc, le désamour, il est évident. Vous parlez de l'Italie, sauf que l'Italie a une situation très particulière qui est favorable justement aux populistes. Parce que les populistes, l'Europe n'a pas été présente comme il aurait fallu être présent. Et il avait déjà connu avec la crise des migrants. Ça faisait des années qu'ils en parlaient. L'Europe n'a pas été à leur secours. Aujourd'hui, il y a cette crise-là, la manière dont elle est gérée, ce sont les Russes et les Chinois qui profitent de cette situation et qui arrivent, qui nettoient les rues. Ce sont les militaires russes qui viennent nettoyer les rues en Italie et les Chinois qui aident les Italiens. Donc,
c'est une mine d'or pour les populistes. Donc, eux, ils s'appuient là-dessus. Et Boris Johnson, c'est pareil. Boris Johnson, au début, il a pris ça de manière très désinvolte. Et puis, quand il a compris que c'était grave, il a quand même pris la décision de confiner à leur manière, mais il a quand même réagi à ce moment-là. En plus, lui-même est tombé malade, donc il y a quand même une espèce de sympathie à son. Il y a un problème. Oui, Patrick, je voudrais d'avoir été long, mais revenir sur problème. Je voudrais revenir sur ce qui me semble être, moi, le péché originel de cette affaire. C'est l'organisation des élections municipales. Oui. Je pense que l'organisation des élections municipales a été une profonde erreur. Je pense qu'elle est extrêmement partagée, c'est bien là le problème. Oui, c'est pas la faute du pouvoir. Parce que la responsabilité suprême, quand il y a un maréchal Foch à la tête, n'est-ce pas, il décide et en fonction des critères qu'il apprécie lui-même, il est le chef. Or, Emmanuel Macron a décidé d'organiser ces élections municipales, semble-t-il aujourd'hui à contre-cœur, sous la pression d'un certain nombre de leaders de l'opposition. Donc, si vous voulez, on a un problème politique. En gros, on nous a expliqué que ces élections municipales avaient été organisées avec l'assentiment de l'ensemble du personnel politique, de gauche à droite, et que ne pas les faire aurait été une erreur majeure. Or, les avoir fait a été une erreur fondamentale dans cette crise et a fait que la France s'est retrouvée dans les pays les plus touchés par l'épidémie et cette pandémie. Et là, il va y avoir un problème de sortie de crise. Car l'opposition ne pourra pas dire c'est la responsabilité du pouvoir, puisque l'opposition a fait pression sur le pouvoir pour qu'elle ait lieu. Et donc, avec cette habitude française, pas seulement française, enfin que nous avons, d'essayer de trouver tout le temps des responsables, il va falloir qu'on soit ingénieux là. Qui va-t-on rendre responsable de cela s'ils l'ont été tous? Et je pense qu'il y aura une défiance générale qui existait déjà avant cette crise, mais à l'égard du monde politique, qui peut devenir assez dangereuse, car n'oubliez pas que le calendrier électoral ne s'est pas arrêté avec la pandémie. On va vers des élections présidentielles, régionales. Est-ce que vous pensez un mot sur le deuxième tour des élections municipales? Il est peu probable qu'elles aient lieu au mois de juin, mais il y a des gens, par exemple le président du conseil général du conseil départemental des Yvelines, qui plaignent pour qu'elles aient lieu. Laurent Mazory, vous pensez qu'elles pourraient avoir lieu? Écoutez, sur les derniers éléments qui ont été envoyés, entre autres au Conseil d'État, c'est pas la date du mois de juin qui est retenue. Ce sont des élections qui devraient avoir lieu plutôt à la rentrée. Et moi, j'ai tendance à suivre un petit peu ce qui est envoyé comme projet de loi, même si ce sont des ballons d'essai. Donc moi, je ne crois pas au mois de juin. Je crois plus vraisemblablement à la dernière semaine de septembre et la première semaine d'octobre. Par contre, je partage tout ce qui vient d'être dit et sans en dire plus, effectivement, je peux confirmer, pour l'avoir vécu de près, que l'ensemble des partis sont impliqués dans cette affaire, puisqu'ils ont été nombreux à mettre la pression, effectivement, pour qu'elles aient lieu rapidement, sachant que la République en marche, en réalité, penchait plutôt pour un décalage. Mais effectivement, les calculs électoraux des uns et des autres se disaient que mieux valait faire vite. C'était évidemment à l'avantage plutôt de ceux en place que d'éventuels entrants. Et donc, effectivement, y compris par exemple venant du Sénat, je sais que cette pression a été mise. Et je ai commis des erreurs lourdes là-dessus. En ce qui concernait l'encours, je peux donner cette expérience-là. Nous, on avait décidé, et c'est ce qui a été fait, notre liste en tout cas, de ne pas faire de campagne électorale. Dès que le Covid est arrivé, nous avons arrêté tous les porte-à-porte et toutes les opérations de démarchage, justement en se disant qu'on pouvait à la fois l'attraper, mais surtout on pouvait contaminer des gens simplement en allant porter la parole politique. Donc ça nous a semblé effectivement de ne pas être une bonne chose. Ça nous a probablement d'ailleurs nui dans nos résultats, parce que les campagnes n'ont pas eu lieu jusqu'au bout. Mais ça nous semblait du bon sens de ne pas prendre le risque de plus se contaminer, ni de se contaminer. Voilà. Donc il y aura des suites. Et pour répondre, Patrice, je ne pense pas au mois de juin. Je pense plus vraisemblablement à la dernière semaine de septembre et à la première semaine d'octobre. Donc après Roland-Garros. Donc avec un premier tour qui se rejouera quand il y a… Roland-Garros, oui, mais c'est moins grave pour Roland-Garros. Sur la gestion de cette crise, alors peut-être Jean-Charles Lajoie, Christophe Maury et Stéphane… Oui, moi j'aimerais juste qu'il y ait le vrai procès, non pas d'une personne, mais de l'administration.
Quand vous voyez les agences nationales, c'était la tête de turc de Manuel Valls et il voulait les supprimer. Ça coûte 50 milliards au pays. 50 milliards au pays. L'Agence nationale de la santé, l'Agence nationale de l'observatoire de ce que vous voulez, l'Agence nationale du médicament, on les entend. Mais c'est un labyrinthe. J'aimerais que, à la sortie de la crise, on ait le procès de l'administration, qu'on revoie les process à administrer et que on puisse avoir quelque chose de clair, de limpide, de rapide et qui puisse se mobiliser et non pas qu'il soit justificatif d'un certain nombre de statuts, de grades et de positions. Et j'espère qu'il va y avoir non pas un Grenelle, parce que c'est reparti. Dès qu'on parle de Grenelle, on est reparti dans une usine à gaz. Mais j'espère qu'il va y avoir des décisions rapides, qu'on va pouvoir tailler dans les organigrammes et avoir des gens à la bonne place et qui soient mobilisables, parce qu'il y aura d'autres événements comme celui que nous traversons. Christophe, pensez-vous que l'on peut confier à des gens qui sont même sortis de l'école nationale d'administration le fait de supprimer l'administration? Ou peut-être vont-ils créer l'administration en charge de supprimer l'administration? Je crains que nous n'y arrivions pas, mais c'est toute la limite du système des élites aujourd'hui en France. Mais il y a aussi un problème peut-être d'efficacité, parce que si on a eu l'impression, par exemple, que l'hôpital, que la santé publique était totalement délaissée. Or, on voit, par exemple, qu'on dépense plus en pourcentage de PIB. La France dépense plus pour la santé que l'Allemagne. Or, ça a l'air de mieux marcher en Allemagne, donc il y a peut-être aussi des problèmes de fonctionnement. 48% de la masse salariale des hôpitaux, c'est pour l'administration. C'est pour l'administration. Absolument. Stéphane Manson, vous ne voulez pas défendre un peu l'administration quand même? Non, enfin, moi, si vous voulez, je suis fonctionnaire de l'État et j'en tire ni fierté ni honte. C'est une situation que j'apprécie, puisque voilà, j'aime servir l'intérêt général, mais mon statut fait que je suis totalement indépendant et je suis là plus en tant qu'observateur qu'en tant qu'acteur, si vous voulez. Mais simplement ce discours sur les lourdeurs administratives, l'inefficacité, l'inadaptation des élites, vous savez, on l'entend depuis, alors tel qu'il est formulé aujourd'hui, depuis à peu près 1946. Il n'y a pas un législateur, il n'y a pas une législature au cours de laquelle on voit un train d'une dizaine de textes relatifs à la simplification de l'administration, la simplification du droit. On parle depuis une trentaine d'années de performance de l'administration. Donc, tout cela, c'est un discours qui a tendance à tourner un peu en boucle et qui élude les vraies responsabilités. Les vraies responsabilités, elles ne sont pas administratives. De mon point de vue, elles sont politiques, puisque l'administration, c'est le bras armé du politique, et la responsabilité du politique, elle est ultimement celle du citoyen, puisqu'encore une fois, nous avons les élus que nous voulons, les élus que nous méritons. Regardez la réaction du corps électoral lorsque un gouvernement ou des candidats aux élections législatives ou présidentielles proposent par exemple la réduction du nombre de fonctionnaires. Objectivement, le nombre de fonctionnaires se réduit. Depuis, c'est une tendance globale. Alors, il ne se réduit pas de la même manière partout, mais les fonctionnaires de l'État, en tout cas, il y en a de moins en moins. Regardez la réaction du corps électoral lorsqu'il s'agit de dégraisser le mammouth, de dégraisser la fonction publique. Vous avez une partie des gens qui sont jusqu'au boutistes et qui disent il faut plus de fonction publique, et puis vous en avez d'autres qui disent les services publics, il faut les protéger, etc. Alors que tout cela soit complexe, je l'entends bien, mais la responsabilité ultime, elle n'est pas administrative. De mon point de vue, elle n'est pas non plus du côté de l'École nationale d'administration, qui est, quoi qu'on en dise, depuis 1946, qui produit, en tout cas depuis 46 et 58, avant il y avait autre chose, mais qui produit plutôt de bons administrateurs. Il y a des gens bien et pas bien partout, mais du côté des administrateurs qui sortent de l'ENA, le niveau est encore extrêmement bon, voire souvent excellent, au regard de ce qu'on fait par exemple dans d'autres systèmes juridiques. Donc la responsabilité n'est pas du côté de l'administration, elle est du côté du pouvoir politique et ultimement du corps électoral. Rost, vous vouliez réagir? Oui, parce que là, je boue. Pardon Stéphane, mais là, franchement, je suis outré parce que j'ai entendu, parce que on ne peut pas.
on ne peut pas. Il ne s'agit pas de faire le procès des fonctionnaires dans leur globalité. Il s'agit pas. Le sujet là, d'ailleurs, n'est même pas la question de la suppression. Moi, je vais vous dire mon point de vue. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de fonctionnaires parce que là où on a délesté les gens de l'État, c'est souvent dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales où là, il y a un problème profond où les gens demandent qu'il y ait plus d'État. Parce que là où l'État est absent, ce sont les obscurantistes qui prolifèrent. Et on le voit d'ailleurs, on l'a vu ces dernières années avec tout ce qui s'est passé avec les questions de terrorisme, de violence et tout ça. Bon. Donc, mais la vraie question, moi je vais vous dire, l'ENA produit des calculatrices. Ce sont des gens qui ne calculent, ou pour qui l'humain n'a pas d'importance. Ils ont des chiffres. Ils doivent. Pour eux, ce qui compte, ce sont les chiffres. Mais Giletto sort de ce corps. La plupart des hauts fonctionnaires, c'est ça. Et la question de l'administration, elle est fondamentale. Je peux vous dire que pour avoir rencontré beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, je peux vous dire des fois quand vous leur parlez de la réalité de la France, entre guillemets, comme je disais jadis Raffarin, de la France d'en bas, mais ils vous disent, mais non, mais vous êtes dans des fantasmes. Alors que ce sont les réalités que nous vivons, que moi-même je vis et que je vivais d'ailleurs lorsque je parlais à ces gens-là. Donc, et ils vous le disent, hein, les politiques, d'ailleurs, c'est pour ça que moi je pense que le politique devrait reprendre même le pouvoir sur l'administratif. Parce que les politiques, ils vous disent, mais eux, ils passent, nous, on est toujours là. Donc, c'est nous qui décidons. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut savoir, je pense que ces gens, d'ailleurs, on devrait, dans leur cursus, il faudrait qu'ils aillent vivre en zone rurale ou dans un quartier populaire pendant au moins 6 mois, 1 an, pour comprendre la réalité de l'autre France, pour pouvoir prendre des décisions. Ouais. Et puis la lourdeur administrative, il faut que ça change. On ne peut pas, en période de crise, mettre 6 mois ou 2 mois ou 3 mois pour prendre une décision sur les normes d'un masque. Enfin, c'est scandaleux. Il y a une leçon quand même fondamentale qu'on peut tirer de tout ça et qui va, à contrario de tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui, c'est l'extraordinaire mobilisation du personnel médical pendant cette crise. Alors que depuis des mois, nous avons tous vu que l'hôpital était en crise pour beaucoup de raisons d'ailleurs, dont on peut parler là, qui seraient trop longues, mais au fond, tout ça n'a plus compté. Tous ces gens-là se sont mobilisés, ont sauvé des vies, ont précédé, je dirais, les décisions politiques. On a bien vu même que dans certaines régions, ils se sont mis en péril d'une manière absolument incroyable. Et qu'au fond, ça nous laisse, ça laisse cette conversation sur une note d'espoir. Les médecins... Le danger est là. Il y a des gens qui se lèvent et qui sont là. Ça nous ramène à la discussion sur l'éducation nationale, sur les profs qui ne voulaient pas venir enseigner aujourd'hui parce qu'ils allaient prendre des risques, etc. Là, ces gens-là n'ont rien regardé. Ils y sont allés, ils ont sauvé des vies au détriment de leur propre vie. Christophe et Jean-Charles ? Alors, moi je suis un peu choqué. Il était en train de parler, pardon. Christophe Maury. Oui, je voulais dire, en effet, à l'hôpital, les médecins ont repris le pouvoir pendant cette crise. Et lorsqu'ils disaient, on met un lit à gauche, il n'y avait pas une réunion de commission pour savoir s'il fallait mettre le lit à gauche. On mettait le lit à gauche parce qu'on était dans l'urgence. Donc, il y a un espoir. Vous allez voir. Pardon ? Donc, il y a un espoir. Oui, on voit que ça marche comme ça. Mais vous allez voir que les cadres et autres qui étaient en télétravail ou qui étaient chez eux et qui n'étaient pas au front vont revenir et sans doute cette espèce de pieuvre administrative va reprendre le pouvoir sur l'hôpital et on va retomber dans le même problème. Je ne suis pas sûr parce que les Français, vous avez vu les études d'opinion qu'on a sur la perception de toutes ces professions aujourd'hui aux yeux des Français. Vous savez, je pense que, alors de ce point de vue-là, il y aura un avant et un après la crise. Ces professions-là, ces gens-là sont sacralisés pour un bon bout de temps. D'autant plus que je ne crois pas du tout. Nous savons tous, en plus, que ce type d'épidémie, de pandémie et de crise sanitaire reviendra. Ça s'appellera Covid 20, 21, 22, 23, 24, on ne sait pas. Mais on voit bien que le bouleversement de la nature, les problèmes environnementaux vont créer et recréer à l'envi ce type de crise. Donc je pense que là, on a une voie, un espoir de regarder les choses autrement et de prendre les choses en main autrement, comme l'ont fait ces professions de santé. Je ne parle pas que des médecins.
Regardez le Bien nombre sûr. d'infirmières qui, sans masque, allaient au combat contre ce virus, allaient sauver des gens, beaucoup plus âgés qu'eux pour la plupart, etc. Je trouve que ça a été un déploiement d'humanité rare. Et je trouve que c'en est émouvant. Regardez les gens qui, à 8 heures, manifestent pour ces gens-là. Ça vaut tous les sondages du monde. Et je crois vraiment qu'on peut aussi aller vers ça. Voilà. Alors, ça aura stigmatisé, effectivement, l'énarchie. Moi, je dirais plus que l'ENA, qui ne me paraît pas être un problème non plus. L'establishment, on va dire, qui n'a pas compris. Oui, mais ce n'est pas un problème. Non, moi, ce n'est pas un problème d'établissement ni d'énarque, c'est un problème de l'administration de base. C'est le gars qui ne signe pas, qui ne met pas le tampon pour la certification AFNOR sur Non, mais c'est plus grave que ça. Pardon, c'est plus grave que ça. Quand vous voyez la Poste, oui, la Poste, l'attitude de la Poste face à l'attitude des infirmières, on a des vraies raisons de se poser des questions dans ce pays sur la capacité qu'ont certaines corporations d'imposer leurs lois au moment le plus critique. Justement, alors le temps qui nous est imparti malheureusement est écoulé, comme on dit. Mais je voudrais juste peut-être une conclusion, parce que si on vous écoute, on voit au fond que cette crise, elle a peut-être agrandi les fractures, agrandi les différences entre les régions, les différences entre les uns et les autres. Et puis il y avait aussi parfois un espoir d'union nationale à laquelle mènerait cette crise. Qu'est-ce que vous pensez justement qui va en sortir? Est-ce qu'on va être plus unis ou plus divisés qu'avant? En un mot, parce que c'est vraiment une conclusion qu'il nous faut. Une union nationale dans la division, ça va arriver vite. Peut-être ça, c'est peut-être vrai. Christophe? S'il n'y a pas d'union nationale, c'est que la situation n'est pas grave. Jean-Charles? On va avoir une France coupée en deux, une France qui bosse et puis une France qui se complaît dans son droit de retrait, dans son poujadisme, dans ce qu'il a de pire, dans son côté gilet jaune, dans les critiques contre l'ENA, les gens de l'ENA qui ne seraient que des calculatrices. Enfin, on est au-delà de la caricature. Et il va y avoir des gens qui vont bosser, il y a des gens qui continuent à bosser, et puis des gens qui vont dire allons-y, embrassons-nous Folleville, on est tranquille, l'argent tombe à la fin du mois. Contentons-nous de ce droit de retrait bien sympathique, ne prenons aucun risque, et on verra bien dans 10 ans. Prost? Écoutez, moi j'aime bien, je suis un optimiste convaincu, un utopiste convaincu, mais j'avoue que quand je vois la réaction des gens, quand j'ai vu la réaction des gens avec les dénonciations des voisins et tout ça, oui, c'est bien d'applaudir à 20h les infirmières et tout ça, mais quand elles se prenaient des coups, quand elles manifestaient, ils n'étaient pas là. Et je suis pas sûr que si après la crise, elles allaient manifester, la grande majorité de ces gens-là seraient derrière eux. Je suis pas convaincu. Mais j'aime beaucoup son optimisme quand même. Il faut qu'on ait de l'espoir. Donc, ayons de l'espoir. Laurent Mazori? La France reste la France. Rappelez-vous qu'en cas de crise, lorsqu'on était en pleine guerre, au sein du Conseil national de la résistance, on était loin de l'Union nationale. Ça ne nous a pas empêché de gagner la guerre quand même. C'est notre particularisme. D'ailleurs, notre émission en est le témoin. On débat de tout. Évidemment, ça nuit parfois à l'efficacité. Mais la France reste la France. L'Union nationale, c'est de débattre en réalité. Stéphane Monson, le mot de la fin alors. Le mot de la fin, c'est terrible, mais tout ce qui vient d'être dit est juste. Moi, je pense que l'union nationale n'est pas souhaitable. En revanche, ce qui est souhaitable, c'est que chacun puisse parler et en même temps écouter l'autre. En effet, moi je rejoins Laurent, la démocratie, c'est d'abord ça, c'est d'abord le libre débat dans le respect de l'autre. Patrice, j'aime bien la formule d'Einstein, je voudrais rester dessus moi. Je préfère être optimiste et avoir tort que pessimiste et avoir raison. C'est vrai, ouais. C'est une très belle formule. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice, Laurent Mazori, Stéphane Monson, Rost, Jean-Charles Lejani et Christophe Maury. Puis à très vite pour un nouveau numéro de PAF, parce que vous voyez que les débats, il y en a besoin et ils sont nombreux. Merci à tous.